pensais être tout seul. Eh ben non, ça fait du bien d'en croiser un. On vient d'échanger là à la VHF. Voilà, c'est un cargo qui vient d'Afrique. Et il voulait savoir ce que je faisais par là. Je lui ai dit que je faisais le tour du monde en solitaire. Il se demandait pourquoi. Je lui ai dit que c'était une course. Et il m'a dit ah bon ok, et il m'a demandé d'où j'étais parti, de France, et où j'allais, en France, mais en faisant le tour du monde. Le Vendée Globe expliquait dans ses grandes largeurs à tous ceux qui n'en auraient jamais entendu parler. Partir de là où tout commence, pour revenir là où tout finit, non sans avoir écumé tous les océans du monde. C'est le nouveau chapitre du Vendée Globe qui commence, le parti dans le sud. Le bateau il avance entre 16 et 20 nœuds de vitesse. Et il y a un peu plus que 20 nœuds de vent. Là il fait chaud parce que je suis au soleil. Les températures ils ont bien plongé. Cap vers l'est, vers le cap du Bonne-Espérance. La troisième semaine du Vendée Globe touche à sa fin. À la faveur d'un bon flux d'ouest, Sam Davis s'est affranchi de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Sam et son joli navire propulsé sur l'autoroute du Sud, celle qui mène au Grand Sud, le vrai Sud, aussi espéré que redouté, et que Thomas Ruyant va aborder avec un foil en moins. Ou presque. J'ai mon foil bâbord qui est bien fissuré, et donc je vais devoir le couper. Ça va pas être une opération simple. Mais c'est comme ça, si je veux garder l'intégrité de mon bateau. Je viens de couper mon joli foil. Voilà, donc on a coupé le bout pour enlever de la puissance dans l'appendice. Comme ça je peux garder ce morceau là sans risque, parce que le risque c'est que le foil casse et que ça crée des dommages collatéraux. Donc voilà, c'est une petite mission quand même là. Autre bricoleur forcené, Alex Thompson, lui, a remisé la caisse à outils. The boss is back! The repairs are over! Yeah! Feels fantastic to be able to start focusing back on the race again and chasing the leaders and into the Southern Ocean. That's going to happen pretty quickly. I can't wait! Le skipper du Gobos, en mode regonflé à bloc, devra s'employer pour combler les quelques 600 000 de retard pris sur la tête de flotte, où le leader Charlie Dalin est placé sous escorte. Il y a des baleines, il y a 2 baleines. Je crois que je vais m'écarter. Oula, il y en a plein. Oh la vache, elles sont énormes. Elles sont énormes. Ok. Bon. On va essayer de s'éloigner. On va passer loin des baleines. Entre admiration et vigilance, Charlie Dalin s'enfonce vers le sud. But de la manœuvre, se positionner au mieux en approche de la longitude du cap de Bonne-Espérance. Pour l'instant, les conditions sont assez calmes, on va dire. Je vais vous montrer ce que ça donne dehors. Voilà ce que ça donne aujourd'hui, le 40e. 40e plutôt clément aujourd'hui. Voilà, il fait 13 degrés. La mer s'est calmée là par rapport à cette nuit. Ça glisse. Et j'attends que le front me rattrape pour accélérer. Le Vendée Globe de devant, du point de vue de ses compétiteurs venus performer sur le nec plus ultra de la course en solitaire. À plusieurs milliers de kilomètres en amont, le Vendée Globe de derrière est une toute autre histoire. Celle d'hommes et de femmes, malicieusement surnommés les coubertinistes par Michel Desjoyaux, en référence à une rengaine bien connue. L'important est de participer, attribué à tort ou à raison au baron Pierre de Coubertin. Des concurrents qui ne briguent aucune place d'honneur,
et pour lesquels l'important est ailleurs. It's such a big race, such a big thing to do, but it's something which I have to do because it's there and I know that I can do it. Son nom évoque une petite trompette qui bourdonne dans les stades d'Afrique australe. Mais Harri Uusela est finlandais et joue une partition à plusieurs notes. Pilote de ligne âgé de 58 ans, il peut aussi s'enorgueillir d'être le premier skipper nordique engagé dans le Vendée Globe. It feels unreal actually, still. I have to nip myself sometimes that am I awake or is this a dream? Pour Harri le Finlandais, le rêve est la réalisation d'un désir. Et chez Clément Giraud aussi, assorti d'un certain nombre d'attentes. Je vais chercher, peut-être moi-même, certainement. Je vais chercher d'essayer d'être vraiment en cohésion avec mon bateau. Il n'y a que le temps, il n'y a que le Vendée Globe qui peut faire ça, je pense. Et je vais chercher à essayer d'avoir le moins peur possible dans ces énormes houles. Je vais chercher des lumières qui me réconfortent pas nécessairement, mais dans lesquelles j'espère que je trouverai une certaine plénitude. Je vais chercher les mails des potes ou de la famille qui me diront « Yes, c'est top, c'est trop bon !» Pour mon premier Vendée Globe, ouais, si j'arrivais à faire le tour et que j'arrivais à avoir tout ça dans ma besace au retour, ça serait top. Si le Vendée Globe jouit d'une telle popularité, il le doit en partie à cette catégorie de concurrents qui entreprennent un voyage autant qu'ils participent à une course. Being in the middle of an ocean, on your own, surfing down a wave, under the stars, there's no feeling like it on the whole planet. None. Aller chercher cette adrénaline qui nous pousse un petit peu à aller voir ce qu'on ne connaît pas. Et voilà, ça y est, on y est, on est dans l'hémisphère sud, la tête à l'envers. Puis voir un petit peu si ce que j'ai lu, si ce que j'ai vu, si ce qu'on m'a raconté, voilà, si ça ressemble à ce que moi je vais voir de mes yeux, quoi, les grandes houles des mers du Sud, les albatros, s'ils sont réellement aussi grands qu'on a bien voulu me le dire. La navigation, c'est le dernier espace de liberté sur notre planète. C'est vraiment fantastique de pouvoir tourner à droite, si on veut tourner à droite, tourner à gauche, si on veut tourner à gauche. Si j'ai envie de crier, chanter, danser, il n'y a personne qui va me regarder de travers. C'est quand même un privilège extraordinaire de pouvoir aller des endroits où nous allons en mer. Il y a très peu de monde qui y va. De faire partie potentiellement des moins de 100 personnes qui ont bouclé la boucle depuis l'existence du Vendée Globe, c'est pas anodin, c'est pas pour frimer, mais j'en serais fière quand même. Ouais. C'est la course de toute une vie. Niveau performance, évidemment, je ferai de mon mieux, sachant très bien que je n'irai pas aussi vite que la plupart de la flotte. And I'm proud of the person that I am when I solo sail, and the Vendée Globe is just taking that to another level. I guess I want to finish this race and be proud of who I am. C'est une énorme aventure. Vous savez pas la chance qu'on a. It's not only sailing, it's a big story itself. I hope that people will look at my performance and think, that's okay. Have a nice day wherever you are. Enjoy as much as I do in here. Goodbye. Petit bilan après presque 3 semaines à mer. Je suis très content, très heureux de pouvoir participer à ces Vendée Globe là. C'est une course franchement magique et c'est perdre à regarder les vols des albatros, regarder les couleurs de la mer, du ciel, c'est magique. C'était quelque chose que je voulais avec tout moi-même. Je me suis concentré beaucoup sur cet objectif. J'ai enlevé du temps à ma famille pour arriver là et donc voilà, là j'ai envie d'en profiter et de partager tous les beaux moments avec vous. Après, c'est une course qu'on sait très bien, très long. Il peut y avoir des pièges et bien évidemment c'est un casse mécanique. À bord d'un bateau, on passe de la souris au pleur en 2 secondes. Donc voilà,
J'espère que Neptune il nous laissera passer. Ce bon vieux Neptune, auquel Jérémy Béyoud ne devrait pas manquer d'apporter son offrande, un peu moins de 12 jours après avoir pris un nouveau départ. Voilà, ça doit être mon 14e ou 15e passage de l'équateur entre tous mes Vendée Globe, Volvo, Transat, etc. Ça commence à faire quelques-uns et donc j'espère que celui-là marquera un changement entre ce que j'ai vécu depuis le début de la course et la fin. Voilà. Destin croisé des deux grands favoris du Vendée Globe, pendant que Jérémy Béyoud plonge dans l'hémisphère sud. Alex Thompson, lui, est englouti dans des abîmes de désolation. I'm normally a very positive person, but if I'm honest right now, I feel pretty broken. You know, for the best part of 20 years, this race has been my goal. Despite the setbacks of the last week, I still thought it was possible to win, or at the very least finish. And it's a very difficult pill to swallow. Le samedi 28 novembre, à peine sorti de la réparation de sa première grosse avarie, le galop annonce qu'il fait route vers l'Afrique du Sud. La veille, son foiler a heurté un objet flottant identifié, selon toute vraisemblance, du matériel de pêche abandonné. Conséquence, safran tribord endommagé et réparation en mer irréalisable. Autrement vu, plus de gouvernail à tribord et donc un système de pilote automatique dans l'impossibilité de suppléer le marin. La 5e participation d'Alex Thompson n'aura pas été la bonne. Était-ce la dernière? À l'écouter, la question se pose. But for now, I need to concentrate on taking this beautiful boat home, getting out of Cape Town safely, and there I'll officially retire from the race. To my team, thank you for your dedication and your hard work. I know you couldn't have done more. But thank you also to our partners. You've worked tirelessly with us and you've shown such dedication, such loyalty, and I can't thank you enough. I couldn't quite make history this time round, but I can tell you, I gave it everything I got. Le Vendée Globe est-il obligatoirement synonyme de souffrance? À certains égards, ça ne fait aucun doute. La grosse fuite d'huile dans le puits de quille, c'était ici, là, que ça fuyait, et c'était le petit joint vert qu'on voit là, qui a explosé. Ça doit bien faire 3 heures que je suis dessus là. Et ça y est, c'est bon, c'est reparti, la quille remarche, il n'y a plus de fuite. Putain, je suis tellement content quoi. Oh putain. Pour le classement, faut pas regarder, hein, mais on est toujours en course quoi. On va pas ranger le bateau parce qu'il y en a partout de l'huile. Partout, ça a giclé partout. J'en ai pris dans les yeux, dans les cheveux, j'en ai pris partout. Il y en a dans la soute à voile, il y en a sur le pouf, sur la couette, sur les sacs de bouffe, il y en a partout. Des hommes qui pleurent pour évacuer un peu de leur souffrance. Accepter de souffrir pour faire le tour de la mer en solitaire. Le tour du monde des contrastes. Le Vendée Globe comme une souffrance et le Vendée Globe comme un antidote à tous les déplaisirs. Walking fast into an empty room, dimly lit by a patient moon, I'm waiting for you. Alors c'est pas le Grand Sud, où sont les camarades de devant, très très loin devant, mais on va dire que c'est le Petit Sud, et ça fait vraiment plaisir. Fabrice Amédéo participe à son 2e Vendée Globe, l'unique compétition sportive où vous êtes seul, en course, jour et nuit,
pendant plusieurs mois dans le ventre d'une coque en carbone lancée à pleine vitesse. Craquements, sifflements, chocs dans les vagues, saccades, des bruits atteignant 120 décibels dans les bateaux les plus récents et des mouvements brusques qui appellent une interrogation. Comment se reposer et surtout bien se reposer dans un tel environnement? La gestion du sommeil, composante essentielle d'un Vendée Globe maîtrisé. Je me suis préparé sur ce Vendée Globe comme finalement pour toutes les grandes courses au large auxquelles j'ai participé depuis 10 ans. C'est ce qu'on appelle avec le médecin du sommeil une exploration du sommeil, tous les ans au printemps, avec électrode sur la tête, sommeil à terre 24 heures, sommeil en mer 24 heures, pour voir en fait les moments auxquels j'ai du sommeil récupérateur, à savoir le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal, qui permettent pour l'un la récupération du cerveau et pour l'autre la récupération des muscles. Et le but étant d'évacuer le sommeil léger, qui représente 55% de notre sommeil à terre, mais qu'on peut éviter finalement quand on est au large. Parce que quand on dort au large, on fait des siestes de 40-50 minutes à intervalles réguliers. Et donc l'idée, c'est d'aller piocher à certains moments du jour et de la nuit, des moments où notre corps nous offrira ce sommeil récupérateur. Un skipper est donc un dormeur de très haut niveau, dont le chemin du sommeil comporte plusieurs entrées. En fait, j'ai un agenda du sommeil avec 8 portes du sommeil de 40 minutes à 1 heure. Et donc sur ces 8 portes du sommeil, il faut que j'en prenne 6 pour être en forme finalement tout au long du tour du monde. Et pourquoi il y a 8 portes et que je dois en prendre 6? Parce que la priorité, ça reste quand même le bateau, la performance, la vitesse, mais aussi la sécurité du bateau. Et si à un moment donné, finalement, c'est l'heure d'aller dormir parce que c'est mon agenda du sommeil qui me le dit, mais qu'il y a une manœuvre à faire, je vais pas aller dormir, je vais faire ma manœuvre. Et du coup, si je rate ma porte du sommeil, l'idée c'est pas d'aller dormir après cette porte, sinon je vais avoir du sommeil léger, c'est de prendre la porte suivante. D'où 8 portes du sommeil sur 24 heures, 6 que je dois prendre. Chaque skipper conçoit sa zone de repos comme un cocon où se sentir bien. C'est un pouf rempli de billes en polystyrène, hissé pour certains dans une bannette, c'est un fin matelas que l'on déplace d'un bord à l'autre du bateau, ou encore un matelas plus épais, pour qui ne néglige rien de son petit confort. Et le sommeil, mieux vaut en avoir emmagasiné au moment de basculer dans un temps de la course qui ne sera pas de tout repos. Celle-là, elle a failli me mouiller, hein. Vous voyez les vagues, là? Bon, c'est quand même pas la même ambiance, hein. Allez, ça va falloir s'habituer parce que ça va durer, allez, 3 semaines. Un petit mois, quoi, un petit mois. Et ça caille un peu, là. Il fait 10. L'eau est à 11. Et ça envoie un peu, hein. Et ouais. C'est comme ça tout le temps. Alors de Maître Coq, voilà à quoi ressemble une journée dans le 40e. C'est une journée d'été. Ouais. Nous sommes dans l'été austral. J'aimerais pas venir par ici l'hiver. Là je suis à 24 nœuds. Il y a 5 mètres de vague. Voilà. À part ça, tout va bien à bord. C'est beau, hein? Là, on est dans une dépression et donc voilà, une affaire, monsieur le commissaire. Et vous entendez le bruit là, et puis voilà, là ça mousse un peu de partout là. C'est un peu très chaotique, on va dire. Voilà, nous sommes lundi 30 novembre. Et là, on est dans des situations pas faciles. Lundi 30 novembre 2020. Une date que Jean Le Cam et Kevin Escoffier n'oublieront pas de sitôt. Le lundi 30 novembre 2020, à 15h46 heure française, Kevin Escoffier déclenche la balise de détresse de son IMOCA PRB et envoie un texto à son team manager. Vont s'en suivre les 12 heures les plus longues que Kevin Escoffier n'a jamais vécues. La preuve par deux, les 2 témoignages au plus près des événements. Le vent était en train de rentrer à une trentaine de nœuds. Et là, je suis parti dans un surf avec le bateau. En arrivant en bas de la vague, le bateau a planté dans la vague. Et là, j'ai senti que quelque chose se passait pas comme d'habitude. Et en fait, quand il est ressorti, le bateau était cassé en deux.
Quand je dis cassé en deux, c'est-à-dire qu'il y avait un angle à 90 au niveau du pied de mât entre l'étrave et l'arrière du bateau. Et là, j'ai vu comme si on avait ouvert les vannes d'un barrage, l'eau qui montait très très vite. Un IMOCA, logiquement, ça ne peut pas couler. Il y a une vague qui a déferlé sur le pont et qui m'a emmené à l'eau avec le radeau. Et là, dans le bib, j'ai déclenché une balise. Du coup, je me rends à la position, et puis nickel. Je vois Kevin dans son radeau. Voilà, impeccable quoi. Et les conditions à ce moment-là étaient impossibles pour pouvoir faire un transbordement. C'était d'ailleurs assez impressionnant de voir un IMOCA comme ça, on est dans un radeau au ras de l'eau, de voir un IMOCA Olof passer juste à côté. On a échangé 2 mots. Je lui dis je reviens quoi, on va pas non plus faire n'importe quoi. Et c'est là où j'ai pris mon mal en patience et j'ai passé la nuit dans le radeau. Écoute, j'ai fermé le zip, je sentais les vagues qui venaient taper régulièrement contre le radeau. J'ai bu un peu d'eau avec les rations de survie qu'il y avait dans le radeau pour essayer de rester zen. Je reviens sur zone et personne. Oh là là. Bon, je me dis, bon allez, je suis revenu au moins 5-6 fois. Ça fait virement de bord à chaque fois, tu vois, avec la mer, marche arrière à chaque fois, enfin bon. Afin d'intensifier le quadrillage de la zone, 3 autres concurrents, Yannick Bestaven, Boris Herman et Sébastien Simon, se déroutent à la demande de la direction de course. De son côté, Jean Le Cam ne lâche pas l'affaire. Et à un moment, j'étais debout sur le pont, putain, je vois un flash, quoi. Alors un flash, c'est pas un flash, en fait, c'est la lumière qui apparaît dans une vague, tu vois. Je dis, c'est pas vrai, quoi. Là, tu passes du désespoir, si tu veux, au truc de dingue, quoi. Et là, tu dis, je vais pas faire le malin, je vais aller pile poil. Et ce qui est surréaliste, c'est que je commençais à guetter le lever du jour et là, j'entends une voile claquer, j'ouvre le zip, je sors la tête et je vois Jean qui m'arrive droit dessus, quoi. Je vois Kevin et puis j'ai dit, ben écoute, il me dit, tu reviens ou quoi? Je dis, non, je reviens pas. On prend tout de suite, on fait tout de suite. Et là, il me dit, je vais venir m'appuyer contre toi. Et là, je vois la manœuvre qu'il fait, de se mettre à dériver, tu sais, pour venir dériver sur le bib. Je lui dis, bah écoute, je vais t'écraser. Et puis j'avançais un peu trop, je fous le moteur en marche arrière. Et là, ça passe à, je sais pas, 5 mètres, quoi. Et putain, il est à 2 mètres du tableau arrière. Jean me jette un bout avec une frite. L'espèce de banane, là. Et puis il arrive à l'avoir. Putain. Je me la suis mis autour de la taille et je suis resté dans le bib. Jean et moi, on essayait chacun de notre côté de tirer, redonner du mou pour que lui puisse l'amarrer sur le bateau. Après, c'est la pêche au maquereau derrière, mais il fallait pas mollir parce que... Il fallait pas mollir, quoi. Et donc, on n'a pas molli, puis on a réussi. Et Jean m'a aidé à monter à bord, et là, je peux vous assurer que c'était un grand ouf de soulagement, quoi. En 2008, j'étais le sauvé, et là, je suis le sauveur. Et en plus, c'est avec PRB, comme par hasard. Comme par hasard, évidemment. À la direction de course, où l'opération a été efficacement coordonnée, nul doute aussi que la journée a été longue. Un dénouement super heureux ici à la direction de course parce que ça n'a pas été simple. Il faut rester calme et en même temps, il faut être là. Et puis j'ai la chance d'avoir une super équipe autour de moi et je pense qu'ils ont eu le même calme et c'est se ressentait dans ce bureau. Et on avait affaire surtout à 2 grands marins et d'autres marins autour. Et c'est ça aussi qui fait la qualité du sauvetage. Les 4 bateaux mobilisés sur le sauvetage de Kevin Escoffier se verront logiquement attribuer une compensation pour le temps passé sur l'opération. La course peut reprendre sa marche en avant. Voilà, comme tout le monde, j'ai suivi les développements du sauvetage et voilà, c'était avec soulagement que j'ai appris que Kevin avait été récupéré. De mon côté, je navigue, ça y est, dans l'océan Indien. Je passais la longitude du cap de Bonne-Espérance cette nuit. Voilà, je suis bien accueilli. Je suis accueilli par 40 nœuds de vent, pas mal de mer. Voilà, et voilà ce que ça donne à l'extérieur. Ah, c'est beau, hein, c'est sûr. Et du coup, je peux surveiller avec ma caméra à l'arrivée des déferlantes et des grains. Et admirer le spectacle aussi, parce que c'est quand même pas mal. Un peu plus de 22 jours après son départ des Sables d'Olonne, Charlie Dalin, premier de bordée, a ouvert la voie du Grand Sud. La transition entre l'Atlantique Sud et l'océan Indien est très brutale. C'est difficile psychologiquement, parce que là, on prend la première baffe, et celle-là, il faut l'encaisser quand même. Les gens de sa partie l'appellent le sorcier et enfilent leur ciré rien qu'en entendant son blaze. Jean-Yves Bernot est une épée, un cadre de la stratégie météo qui n'a pas son pareil pour expliquer les mers australes. C'est vrai que l'océan Indien, on l'appelle le tunnel.
Au nord, il y a l'anticyclone subtropicale, qui s'appelle l'anticyclone des Mascareignes, donc ça fait très joli, qui est un anticyclone assez gros, avec pas de vent dedans. Au sud, il y a la glace, et entre les deux, il y a un couloir dépressionnaire, où passent les dépressions, elles suivent rapidement, et il n'y a pas de place. On est coincé dans cette espèce de corridor là, hein, et on subit. On subit beaucoup dans l'océan Indien. La mer est souvent chaotique parce qu'effectivement, dépression après dépression, ben, la mer devient croisée avec des vents forts de sud-ouest, de nord-ouest, donc elle peut devenir même relativement dangereuse. Et là, ben, la boîte à baffes est ouverte et c'est parti jusqu'au Cap Horn. Une autre planète. Un monde de nulle part, fait de puissance et de solitude. Un autre Vendée Globe.